Bonjour, bienvenue sur l'AGFI TV. Nous sommes avec Agnès Benassi-Kéré, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique. Bonjour Agnès. Bonjour. Agnès, vous publiez en ce mois de mars un rapport intitulé « Pour une politique macroéconomique d'ensemble en zone euro », coécrit avec Xavier Rago, président de l'OFCE. Votre premier constat est que la santé économique du vieux continent n'est pas aussi performante que celle des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Que se passe-t-il sur le vieux continent? La question qui se pose, c'est est-ce que nous avons subi un choc spécifique à partir de 2012 qui explique cette divergence? Et la réponse est non. La réponse, c'est que la faible croissance que nous avons connue en zone euro à partir de cette date est liée directement, bon, d'une part au problème des dettes, et au fait que nous ne sommes pas intégrés du point de vue, nous ne sommes pas une zone fédérale, les dettes ne sont pas intégrées, et donc il y a eu une baisse de l'investissement qui est liée à ça. Mais d'autre part, et c'est le point de la note, eh bien nous avons fait des politiques économiques qui se sont révélées ralentir le redressement de l'activité. Et là, ce que vous visez, c'est les choix macroéconomiques, les choix de politique macroéconomique de la Commission européenne, ou en tout cas fait dans le cadre des recommandations de la Commission européenne, ou est-ce que vous visez les procédures de surveillance macroéconomique? Ben, c'est un ensemble des deux, c'est-à-dire que suite à la crise, les procédures de la gouvernance macroéconomique étaient revues dans la zone euro. Il y a eu de très bonnes choses qui ont été faites, notamment d'élargir la surveillance, pas seulement donc à la soutenabilité des politiques budgétaires, mais également à des questions comme l'endettement privé, la compétitivité. Donc ça, c'est des très bonnes, nouveautés. Mais on en est ressorti avec un processus extrêmement complexe, assez bureaucratique, où personne n'y comprend rien, où on mélange les horizons, où on mélange les instruments. Et finalement, le décideur politique ne se l'approprie pas. La Commission fait des recommandations éventuellement tout à fait avisées, comme par exemple, elle recommande en zone euro que les pays qui ont une marge de manœuvre budgétaire utilisent cette marge de manœuvre, mais en fait, ce n'est pas suivi des faits. Et donc, on a quand même largement échoué de ce côté-là. Alors, un des points de votre rapport, c'est l'hyper-focalisation sur la question du déficit budgétaire, soyons clairs. Et vous proposez de non pas abandonner ce critère, c'est pas ce que j'ai compris, mais en tout cas de le compléter par la question de la compétitivité, la question de l'endettement privé, vous venez de le dire, en fait, bref, d'élargir les angles de surveillance. C'est bien ça? C'est exactement ça. Donc on s'est rendu compte avant la crise qu'on avait négligé les divergences nominales dans la zone euro, donc le fait que les salaires ont augmenté beaucoup trop vite dans certains pays par rapport à la moyenne, et qu'en Allemagne, par contre, les salaires ont augmenté beaucoup trop lentement par rapport à la moyenne. Donc ces divergences, dans un régime de change flexible, ça ne pose pas de problème, le taux de change s'ajuste, mais en union monétaire, ça pose un problème véritable. On a négligé également les problèmes d'endettement privé. On s'est focalisé sur l'endettement public. Alors ceci, on a essayé de le résoudre après la crise en élargissant la surveillance, mais en fait, comme parallèlement on a renforcé la surveillance budgétaire, finalement la hiérarchie est demeurée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de règles encore, elles sont beaucoup plus strictes sur la surveillance budgétaire, et le reste, il est là, mais en fait il est au second plan, et il n'est pas pris véritablement au sérieux. Donc nos propositions visent à remonter ces sujets de compétitivité et de stabilité financière, de surveillance des flux de capitaux au même niveau que la surveillance budgétaire. Si vous voulez, on pourrait dire à nos partenaires européens, attendez, vous regardez le déficit budgétaire français, vous avez raison, hein, mais est-ce que les pertes de parts de marché de la France sur les marchés internationaux, ce n'est pas plus important, plus grave que le fait que la France n'ait pas réussi à revenir à 3% dans les délais? C'est un peu ça notre message. Alors ça, c'est le message général, si j'ose dire, mais au-delà de ce message, vous avancez 8 recommandations, oui. Vous vous engagez, 8 recommandations précises qui visent la procédure elle-même de surveillance, le semestre européen, la mise en œuvre des traités. Quelles seraient les recommandations que vous auriez envie d'expliquer plus avant ? Oui, alors donc on est face à un ensemble de nouvelles règles, de nouvelles procédures qui chacune font sens, mais en fait ce qu'on dit c'est qu'elles sont mal agencées les unes par rapport aux autres et qu'il faudrait mieux les hiérarchiser et mieux les intégrer entre le niveau de la zone euro et le niveau des États. Donc par exemple, chaque année est faite une recommandation à la zone euro. Mais c'est qui la zone euro ? Voilà, c'est personne, et en fait cette recommandation, elle ne sert à rien. Si vous avez du temps le soir, vous pouvez la lire.
Mais en réalité, ce qui est important, c'est les recommandations pays par pays. Et les recommandations pays par pays, si vous faites la somme des recommandations pays par pays, vous ne retombez pas sur la recommandation zone euro. Donc, avoir un regard d'ensemble, véritablement d'ensemble, sur la zone euro, et non plus morceler l'Allemagne, l'Italie, la France, etc. Il faut évidemment morceler, il faut évidemment voir les hétérogénéités, c'est crucial. Mais il faut avoir d'abord un regard d'ensemble. Donc, notre première proposition, c'est de découper le semestre en 2 trimestres. Et le premier trimestre, c'est la zone euro. On discute de la croissance, mais également des déséquilibres de la zone euro. Est-ce que quelqu'un se préoccupe de savoir qu'il y a un excédent de la zone euro et qui est de plus en plus important? On pourrait dire c'est bien, mais en fait ça veut dire qu'il y a trop d'offres par rapport à la demande. Ça ne fait que refléter le manque de demande dans la zone euro. Qui s'en occupe? Voilà, donc on discute de ça. On discute aussi des hétérogénéités par pays. Est-ce qu'il y a des bulles immobilières dans certains pays qui peuvent déstabiliser l'ensemble de la zone, des choses comme ça. On arrive à un diagnostic partagé. Donc nos propositions visent à renforcer ce diagnostic partagé et à associer plus les États, les parlements nationaux, le Parlement européen à ce diagnostic partagé. Ensuite, il y a une recommandation qui est faite à la zone euro et cette recommandation doit être déclinée ensuite pays par pays. Elle ne doit pas arriver, si elle arrive en même temps que les recommandations aux États membres, eh ben, les États membres mettent de côté leurs recommandations zone euro et regardent leurs recommandations à eux. Donc, on propose de séquencer. La deuxième chose qu'on propose, c'est de rééquilibrer la surveillance entre le budgétaire, la compétitivité et ce qu'on appelle le macro-prudentiel, c'est-à-dire la surveillance des établissements, de l'endettement privé, éventuellement des bulles immobilières, des bulles de crédit, qui ont une influence directe sur le cycle d'activité. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à penser que la seule politique qu'on peut faire pour un pays dont la croissance s'emballe et qu'il y a trop d'inflation, la seule chose qu'il peut faire, c'est la restriction budgétaire. Pas du tout. Pas du tout. On peut aussi durcir, par exemple, les normes d'octroi de crédit immobilier si on voit une bulle immobilière. On peut durcir les conditions de crédit pour les banques. On peut faire d'autres choses, des mesures fiscales. On peut faire d'autres choses que juste la politique budgétaire. On n'a pas un seul instrument qui serait le solde budgétaire qu'il faudrait régler. Et donc, il faut remonter ces politiques dites macro-prudentielles au même niveau que les politiques budgétaires. Elles ont un rôle dans la gestion du cycle. Alors, au-delà de ces recommandations très précises, votre message, c'est aussi de dire à l'Europe qu'elle doit se doter des outils, allez, osons le dire, fédéralistes. Oui, alors, ce que nous proposons, c'est une amélioration de la coordination, ce qu'on appelle la coordination des politiques économiques, c'est-à-dire le fait que chaque État membre, lorsqu'il prend des décisions, par exemple l'introduction du SMIC en Allemagne, prenne en compte l'impact que ça aura sur les partenaires, donc là sur les prix relatifs, les coûts relatifs entre l'Allemagne et les autres partenaires. Il ne s'agit pas de regarder les coûts par rapport au reste du monde, parce que là on a l'euro qui va s'ajuster. Ce qui est important, c'est les coûts les uns par rapport aux autres, parce que là on est en union monétaire. C'est ça qui est très spécifique. Donc une amélioration de la coordination à traiter inchangé, tout en se disant, quand on regarde l'histoire, que la coordination, c'est extrêmement difficile, c'est contre nature pour les États, puisque ça les amène fatalement à s'écarter un peu de la préférence de leurs citoyens qui les ont élus, pour faire plaisir à des citoyens qui ne les ont pas élus. Donc c'est pas naturel. Ça peut être accepté si on a quelque chose en échange, dans le cadre d'un échange de bons procédés entre des États membres, mais on voit bien que c'est fragile. Et ça peut durer dans une perspective d'intégration, comme on l'a vu pour la politique monétaire en fait. Le système monétaire européen, c'était de la coordination des politiques monétaires entre États souverains. On a eu plusieurs crises. La dernière, 93, c'est terminé par, on est revenu dans un système monétaire européen, donc d'une part avec des bandes élargies, mais aussi parce qu'on a dit on va faire l'euro. Et donc la coordination a repris dans la perspective de l'euro. Donc aujourd'hui, on a une sorte de système budgétaire européen avec le pacte de stabilité. Ce système marche assez mal. Maintenant, si on donne une perspective d'intégration budgétaire, ça change un peu les choses, parce que ça veut dire que la coordination, c'est une sorte de préfiguration d'un futur ministère des Finances zone euro qui aurait, lui, une politique budgétaire d'ensemble. Il y a un manque d'appropriation par les États de la gouvernance économique qui est devenue trop complexe. Donc la volonté de redonner du sens à cette coordination des politiques économiques avec les instruments qu'on possède, mais simplement en les hiérarchisant. On n'en a pas parlé, mais il y a une procédure pour déficit macroéconomique qui est d'une complexité terrifiante. Et donc nous, on propose de la hiérarchiser. On manque... tout le monde a en tête le 3%. Tout le monde sait qu'on ne doit pas avoir un déficit supérieur à 3% du PIB. Mais du côté des déséquilibres macroéconomiques, on n'a rien. Alors, on dit le 3%, c'est idiot.
Mais c'est idiot, mais normal que ça focalise les esprits, ça permet aux politiques de se raccrocher à quelque chose et de négocier entre eux. Du côté des déséquilibres macroéconomiques, de l'endettement privé, de la compétitivité, on n'a rien. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un indicateur chapeau qui reflète l'ensemble des déséquilibres. Et si on l'avait plus regardé en 2007, on aurait mieux prévu la crise. Tous les pays qui avaient un déficit courant, c'est-à-dire le déficit extérieur, supérieur à 4% du PIB, ils ont tous subi une crise. Donc, ce qu'on dit, c'est que déjà, regardons ça, ça peut être un indicateur chapeau, de dire un pays dont la valeur absolue du compte courant, parce qu'il faut regarder aussi les excédents, hein. S'il y a des déficits, c'est bien qu'ailleurs il y a des excédents. Tout pays qui a un solde courant, extérieur courant supérieur à, mettons, 4 ou 5% du PIB en valeur absolue, eh bien, automatiquement, on va le regarder, il va rentrer dans une procédure pour déficit macroéconomique, pour déséquilibre macroéconomique. Et ça permettra de focaliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas aussi d'autres choses, mais ça focalise les esprits et ça permet de s'approprier les choses. Parce qu'actuellement, c'est multicritères, ça va du court, moyen terme. Alors dans la même recommandation pour déséquilibre à la France, on lui dit de baisser les charges sociales, on voit bien les coûts relatifs du travail entre les pays, ça c'est légitime. Mais on demande aussi de faire l'interconnexion électrique et gazière entre la France et l'Espagne, ce qui a sûrement beaucoup de sens du point de vue de la croissance à long terme. On demande aussi d'améliorer le système d'innovation en France. Ça a beaucoup de sens du point de vue de la croissance à long terme, mais si la France et l'Espagne n'étaient pas en union monétaire, on pourrait dire la même chose. Alors que sur les cours relatifs, c'est spécifique à l'union monétaire. Voilà. Merci Agnès. Merci de votre attention. À bientôt sur la GFI TV pour de nouvelles vidéos.